On dit que le passé est comme une ombre collée à nos talons, mais la vérité est plus crue. Ce n'est pas une ombre, c'est un chien qui ne te mord que si tu cours. Si tu t'arrêtes, si tu le regardes en face, il cesse de te poursuivre. C'est la partie que personne ne te dit, parce qu'il est plus facile de blâmer le passé que de l'affronter. Mais ici, nous ne sommes pas là pour marcher doucement autour de la vérité. Nous sommes là pour dire les choses comme elles sont. Ton passé n'est pas un monstre qui vient te détruire. C'est un maître qui t'a montré ce que tu avais besoin d'apprendre, même si c'était à coups durs. Le problème n'est pas ce que tu as vécu, mais ce que tu ne te permets pas encore de comprendre. Et tant que tu continues à porter de vieilles culpabilités, des erreurs qui n'existent plus, des voix qui auraient dû mourir il y a des années, n'importe qui peut utiliser cette histoire contre toi. Mais quand tu l'intègres, quand tu l'acceptes sans honte, alors personne n'a de pouvoir sur toi. Personne. Ici, nous n'allons pas romantiser la douleur ni la déguiser avec de jolies phrases. Nous allons parler comme des adultes, avec la clarté qui fait mal mais libère. Parce que le passé ne domine que celui qui continue à fuir. Et tu es déjà à un point où tu ne peux plus te permettre d'être l'esclave de quelque chose qui s'est déjà produit. Ta vie ne peut plus être un musée de souvenirs qui te blessent. Tu as besoin de les transformer en outils, en leçons, en force. Aujourd'hui, nous allons travailler sur cela. Sur comment prendre ton histoire, celle que d'autres utilisent pour te pointer du doigt, et la transformer en la raison pour laquelle personne ne touche plus à ta paix. Nous allons parler de pardon personnel, de cycles qui doivent se fermer, d'erreurs qui doivent se transformer en sagesse, et surtout, de la sérénité qui naît lorsque tu cesses d'avoir peur de ce qui s'est déjà passé. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas un message de plus. C'est le rappel que ton futur toi va remercier. Ton passé n'a de pouvoir que tant que tu le lui permets. Et aujourd'hui, tu vas commencer à le lui retirer. 1. Fais la paix avec ton histoire. On dit que l'esprit est comme une vieille maison pleine de pièces fermées, mais la plupart des gens éteignent les lumières pour ne pas voir la poussière. Le problème est que ce que tu ne regardes pas ne disparaît jamais. Il se cache seulement et te murmure dans le dos. Ton histoire est l'une de ces pièces. Tu peux l'éviter, tu peux prétendre qu'elle n'existe pas, tu peux faire comme si tout était en ordre, mais tôt ou tard, la porte s'ouvre toute seule, et on te rappelle ce que tu n'as pas résolu. Et la seule façon de ne plus avoir peur de cette porte est d'y entrer toi-même, la tête haute, sans trembler, sans demander la permission. Faire la paix avec ton histoire, c'est entrer dans cette pièce, nettoyer ce que tu dois nettoyer et t'asseoir au centre sans honte, parce que ce que tu as vécu ne te diminue pas. Ça t'a formé. Beaucoup de gens traversent la vie comme si leur passé était une arme que d'autres peuvent utiliser contre eux. Et oui, tant que tu te sentiras coupable de ce que tu as été, n'importe qui pourra te manipuler. Tant que tu continueras à cacher ce que tu as vécu, n'importe qui pourra te forcer à baisser les yeux. Tant que tu continueras à penser que ton histoire est une tâche, tu seras toujours sur la défensive. Mais quand tu fais la paix avec ce que tu as été, le jeu change. Personne ne peut te blesser avec quelque chose que tu as déjà accepté. Personne ne peut te piétiner en utilisant des souvenirs que tu as déjà démantelés. Personne ne peut te mettre en chaîne quand tu as toi-même brisé les maillons. Faire la paix avec ton histoire ne signifie pas justifier ceux qui t'ont blessé ni romantiser tes erreurs. Cela signifie quelque chose de plus mature, de plus profond. Cela signifie accepter que ce que tu as été ne te définit pas, mais t'a formé. Que chaque erreur t'a donné de l'information, que chaque chute t'a montré une limite, que chaque relation brisée t'a montré une partie de toi que tu avais besoin de voir. La vraie croissance commence quand tu arrêtes de te raconter des histoires et que tu commences à regarder tes propres fissures sans les déguiser. Parce que ce que tu n'acceptes pas se répète, mais ce que tu comprends se transforme. Tu dois arrêter de parler de ton passé comme s'il était un ennemi. Ce passé a été le terrain où tu as appris à te défendre. C'était la tempête où tu as découvert à quel point tu peux être fort. C'était le chemin où tu as reconnu ce que tu ne vas plus jamais permettre.
Et oui, il fait mal de reconnaître certaines choses. Il fait mal de voir les décisions que tu as prises par peur, par besoin ou par manque. Mais il fait plus mal de continuer à fuir. Il fait plus mal de continuer à porter une culpabilité que tu ne mérites pas. Il fait plus mal de continuer à être prisonnier d'un chapitre qui est déjà terminé. Fais la paix avec ton histoire en regardant ce qui s'est passé sans filtre, sans exagérer mais sans minimiser. Regarde-le comme un entraînement. Regarde-le comme une version de toi qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait. Cette personne du passé n'était pas stupide ni faible. Elle était inexpérimentée. Elle apprenait. Elle survivait. Et tu ne peux pas continuer à punir ton ancien moi pour ne pas avoir la sagesse que tu as aujourd'hui. Ce jugement constant est une forme silencieuse d'autodestruction. Le pardon commence par la reconnaissance que tu as été humain. Quand tu fais la paix avec ton histoire, tu récupères l'autorité sur ta vie, tu récupères ta voix, tu récupères ton pouvoir, parce que tu n'as plus honte de ce que tu as vécu. Cela ne te définit plus, cela ne te contrôle plus. Tu le prends, tu l'intègres, tu le comprends et tu continues. Et quand tu continues avec conscience, avec maturité, avec calme, tu découvres ce que les stoïciens comprenaient bien. Personne ne peut utiliser ton passé pour te blesser si tu l'as déjà transformé en ta force. Faire la paix avec ton histoire n'est pas un acte émotionnel, c'est un acte de courage. 2. Pardonne-toi avec intention. Te pardonner est comme enlever une armure rouillée que tu as un jour cru nécessaire pour survivre. Au début, elle est si lourde que tu t'habitues à la porter. Tu oublies qu'elle est là, tu te convaincs qu'elle fait partie de toi. Mais vient un moment où tu réalises une vérité inconfortable. Elle ne te protège plus, elle te limite maintenant. Elle t'empêche de bouger, de respirer, d'avancer. C'est ainsi que fonctionne la culpabilité accumulée. C'est ainsi que fonctionne le ressentiment envers soi-même. Il ne te protège pas de répéter les erreurs, il te maintient coincé en elles. Et si tu ne l'enlèves pas, personne ne le fera pour toi. Te pardonner avec intention n'est pas un acte doux ni poétique, ce n'est pas non plus un processus automatique. C'est une décision consciente, mûre, presque chirurgicale. Elle exige que tu regardes en face ce que tu as évité pendant des années, que tu acceptes ta part sans excuse, et malgré tout que tu décides de ne plus te tourmenter. Parce que la culpabilité peut être utile au début, elle te fait réfléchir, elle te fait ajuster, elle te fait corriger. Mais après un certain point, elle devient une torture interne, un marteau qui frappe même quand il n'y a rien à réparer. Le pardon de soi n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que te punir ne te rend pas meilleur, seulement paralysé. Beaucoup de personnes pensent que se pardonner, c'est dire « c'est du passé ». Mais le vrai pardon est plus profond. Il implique de comprendre pourquoi tu as agi comme tu l'as fait. Ce que tu savais à ce moment-là, ce que tu craignais, ce que tu cherchais, ce qui te manquait. Te pardonner avec intention, c'est voir ton moi du passé avec humanité, pas avec mépris. Parce que si tu regardes ton histoire avec haine envers toi-même, tu restes attaché à elle. Si tu la regardes avec compréhension, tu commences à te libérer. C'est le même principe stoïcien. La conscience de soi est le pouvoir. Tant que tu comprends tes motivations, tu reprends le contrôle. Tant que tu acceptes ton humanité, tu retrouves ta dignité. Te pardonner signifie aussi arrêter de confondre responsabilité et auto-flagellation. Tu peux reconnaître que tu as fait une erreur sans traîner cette culpabilité toute ta vie. Tu peux accepter que tu as blessé quelqu'un sans en faire une condamnation éternelle. Tu peux comprendre tes échecs sans les transformer en une identité. La culpabilité perpétuelle ne te rend pas plus moral, elle te rend juste moins libre. Et une personne sans liberté intérieure répète les mêmes schémas encore et encore. Le pardon est la coupure qui brise ce cycle. Te pardonner avec intention implique aussi de renoncer à l'habitude de te rappeler tes propres erreurs chaque fois que tu essaies d'avancer. Ce comportement n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-sabotage. Chaque fois que tu te dis « comment ai-je pu faire ça ?», tu nourris une version brisée de toi-même. Et tant que tu nourris cette version, tu continueras à agir à partir d'elle. Le pardon change l'origine de tes décisions.
Tu ne décides plus à partir de la honte, mais à partir de la conscience. Tu ne décides plus à partir de la blessure, mais à partir de l'expérience. Tu ne décides plus à partir de la peur, mais à partir de la clarté. Le pardon de soi ne se ressent pas comme une étreinte chaleureuse, il se ressent comme un silence profond, comme si soudainement il n'y avait plus de bruit dans ton esprit et que tu pouvais vraiment t'écouter. C'est un repos qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand tu te pardonnes, quelque chose se réorganise en toi. Tu ne permets plus aux autres d'utiliser tes erreurs pour te couler, parce que tu les as transformées en sagesse. Tu ne tombes plus dans les provocations qui te rappellent ce que tu étais, parce que tu n'es plus cette personne. Tu ne cherches plus à cacher ce que tu as vécu, parce que tu n'en as plus honte. Te pardonner avec intention, c'est te donner une chance que tu ne t'es peut-être jamais donnée. C'est un acte de maturité, de force et de respect envers ton évolution. 3. Réponds depuis le calme. Répondre depuis le calme est comme apprendre à tenir un verre plein pendant que tout le monde autour de toi pousse la table. La plupart renversent le contenu au premier impact parce qu'ils vivent en réagissant, pas en répondant. Mais celui qui maîtrise son calme, maîtrise le verre, maîtrise l'environnement et surtout maîtrise son histoire. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. C'est la décision quotidienne de ne pas laisser ton passé, tes blessures ou tes anciennes émotions décider pour toi. Les réponses impulsives naissent d'histoires non résolues. Chaque fois que tu réagis avec colère, anxiété ou désespoir, tu ne réponds pas au présent, tu réponds à un écho du passé. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent déconnectés après avoir explosé, parce que leur réaction n'avait rien à voir avec le moment, mais avec quelque chose de beaucoup plus ancien. Répondre depuis le calme ne signifie pas être passif, cela signifie être conscient. Cela signifie décider comment agir depuis ta version actuelle, pas depuis ta version blessée. Le calme est une arme stratégique. Les gens ne le comprennent pas parce qu'ils croient que le calme est une faiblesse. Mais le calme est le contrôle, c'est la force contenue, c'est la capacité d'observer sans se perdre. Réagir est facile, n'importe qui peut le faire. Répondre depuis le calme nécessite du caractère. Cela t'oblige à penser avant de parler, à respirer avant de lancer une attaque, à regarder la situation de l'extérieur avant d'agir de l'intérieur. C'est le leadership sur ton propre être. Et celui qui se dirige lui-même n'est jamais contrôlé par les autres. Répondre depuis le calme n'est pas ignorer ce qui se passe, c'est l'interpréter depuis un point de vue plus élevé. La plupart des gens sont piégés dans leur premier élan et confondent élan avec vérité. Mais le premier élan vient presque toujours de la blessure. Le calme te permet de filtrer. Il te permet de distinguer le réel de l'émotionnel. Il te permet de voir l'intention derrière les mots des autres et de ne pas tomber dans les provocations qui cherchent à t'entraîner dans une bataille mentale qui ne te concerne pas. Celui qui répond depuis le calme dérange. Les gens qui vivent de la réaction sentent que leur pouvoir fond lorsqu'ils ne peuvent pas te sortir de ton centre. Ils essaieront de te provoquer, de t'élever la voix, de te rappeler de vieilles erreurs, de presser tes points sensibles. Mais si tu restes ferme, sans te perturber, sans perdre le contrôle, leurs mots tombent au sol sans faire de bruit. Ton calme les désarme parce qu'ils révèlent quelque chose qu'ils n'ont pas. La maîtrise intérieure. C'est la véritable force que recherchaient les stoïciens, la capacité de rester intact même lorsque le monde brûle autour. Répondre depuis le calme te permet également de voir ton propre esprit clairement. Il t'aide à identifier quand ta réaction vient de la peur, quand elle vient de l'orgueil ou quand elle vient de la nécessité de te défendre par habitude. Lorsque tu réponds depuis le calme, tu commences à choisir tes batailles. Tu arrêtes de t'épuiser dans des discussions inutiles. Tu arrêtes de te justifier devant des personnes qui n'écoutent pas. Tu arrêtes de te battre pour prouver quelque chose que tu n'as plus besoin de prouver. C'est la liberté qui vient avec la sérénité. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as juste besoin de comprendre. Le calme te protège contre les attaques déguisées en commentaires innocents.
contre les manipulations émotionnelles et contre les critiques qui cherchent à toucher tes vieilles blessures. Chaque réponse calme envoie un message silencieux. Tu ne réagis plus depuis le passé, tu réagis depuis ta croissance. Et personne ne peut contrôler une personne qui répond depuis la conscience. Personne ne peut manipuler celui qui pense avant d'agir. Personne ne peut utiliser ton histoire contre toi si tes réponses ne naissent plus de cette histoire. 4. Transforme tes erreurs en leçons. Transformer tes erreurs en leçons ressemble à marcher sur des décombres après un effondrement. Au début, tu ne vois que des ruines, de la poussière, des fragments brisés de décisions que tu aurais aimé prendre autrement. Mais si tu regardes attentivement parmi ces restes, tu trouves aussi les fondations qui sont restées intactes. Les erreurs sont ainsi. Elles semblent détruire, mais en réalité, elles révèlent ce qui peut encore te soutenir. Et quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu arrêtes de voir tes échecs comme des tragédies et tu commences à les voir comme le début de ta sagesse. Beaucoup de gens vivent en cachant leurs erreurs, comme si les admettre était une défaite. L'ironie est que ce que tu essaies de cacher est justement ce que tu as le plus besoin de regarder. Parce que l'erreur indique le point exact où tu as besoin de grandir. C'est le reflet d'une compétence qui manquait, d'une blessure non soignée, d'une émotion non contrôlée. Il ne s'agit pas de te punir, il s'agit de te comprendre. Si tu regardes tes erreurs avec jugement, tu te paralyses. Si tu les regardes avec curiosité, tu évolues. Une erreur ne définit pas ta valeur, elle définit ton niveau de conscience à ce moment-là. Ce détail est clé. Nous agissons tous avec l'information que nous avions à ce moment-là, avec les émotions que nous étions capables de gérer, avec la maturité que nous avions construite. Demander à ton toi du passé d'agir comme ton toi actuel est injuste, c'est cruel et cela te maintient piégé. Lorsque tu transformes l'erreur en leçon, tu acceptes cette vérité. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Aujourd'hui, tu en sais plus. Aujourd'hui, tu peux faire plus. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tu peux transformer ce qui te blessait auparavant. Pour transformer une erreur en leçon, tu dois l'observer sans fuir. La prendre en main, l'examiner, en assumer la responsabilité sans te détruire. La responsabilité te libère, mais la culpabilité t'enchaîne. Cette différence est ce qui marque la distance entre une personne qui grandit et une personne qui sombre. La responsabilité dit « j'ai appris », je m'améliorerai. La culpabilité dit « j'ai échoué, je ne vaux rien ». Choisis bien de quelle voie tu veux construire ton futur. Tu dois aussi comprendre que tes erreurs ne te rendent pas moins digne. Elles te rendent humain. La perfection n'enseigne pas, la chute, oui. Les philosophes anciens le savaient. Le chemin vers la force n'est pas une ligne droite, c'est une séquence de trébuchements qui te forcent à te réveiller. Chaque erreur te montre les conséquences d'agir sans conscience. Chaque erreur te force à voir ce que tu niais. Chaque erreur te pousse à prendre en charge une fois pour toutes. C'est sa fonction, non pas te punir, mais te réveiller. Transformer tes erreurs en leçons implique de cesser de répéter de vieux schémas. Cela implique de te demander ce qui t'a poussé à agir ainsi. Quelle émotion t'a dominé? Quelle pensée t'a trompé? Quel vide t'a fait prendre des décisions par manque? Et quand tu comprends, alors tu peux corriger. Pas à partir de la peur, mais à partir de la lucidité. Pas à partir de la colère, mais à partir de l'apprentissage. Pas à partir de la honte, mais à partir de la responsabilité. Celui qui apprend de ses erreurs devient intouchable, non pas parce qu'il ne fait plus d'erreurs, mais parce que chaque erreur le rend plus conscient. Les personnes qui essaient de te faire honte avec ton passé perdent leur pouvoir quand elles découvrent que tu t'es déjà éduqué avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'arme plus inoffensive que celle que tu connais déjà. Et il n'y a pas d'attaque plus faible que celle qui utilise comme insulte quelque chose que tu as déjà transformé en enseignement. Tes erreurs étaient des maîtres déguisés. Certains ont enseigné avec douceur, d'autres avec brutalité, mais tous t'ont poussé vers une version plus éveillée de toi-même. 5. Ferme les cycles internes.
Fermer les cycles internes, c'est comme marcher dans un couloir rempli de portes ouvertes. Chacune représente quelque chose que tu as laissé en suspens, une conversation que tu n'as jamais eue, des excuses que tu n'as jamais présentées, une vérité que tu n'as jamais acceptée, une émotion que tu n'as jamais affrontée. Tant que ces portes restent ouvertes, ton esprit continue de revenir vers elles. Tu continues à regarder, à te souvenir, à ressentir la même chose encore et encore. Et le pire, c'est que tu ne progresses pas, parce que personne ne peut avancer en regardant en arrière. Fermer les cycles, ce n'est pas oublier le passé, c'est arrêter de vivre dedans. Beaucoup de gens pensent qu'un cycle se ferme avec le temps, mais le temps ne ferme rien. Il t'éloigne seulement physiquement de ce que tu n'as pas résolu émotionnellement. Tu peux être à des années de distance d'une situation et pourtant la ressentir comme si elle s'était produite hier. Cela se produit parce que le cycle reste ouvert en toi. Et tant qu'il est ouvert, n'importe qui peut le toucher et provoquer une réaction. Fermer un cycle, c'est enlever l'énergie de ce souvenir. C'est lui dire « j'ai appris, j'ai compris, je n'ai plus besoin de toi pour continuer à avancer ». Fermer les cycles internes n'implique pas toujours de te réconcilier avec quelqu'un d'autre. Souvent, cela implique de te réconcilier avec toi-même. Accepter que tu ne recevras pas les excuses que tu méritais. Comprendre que tu n'obtiendras pas les réponses que tu cherchais. Reconnaître que certaines étapes ne reviendront pas. Ce que tu n'acceptes pas te consume. Ce que tu acceptes te libère. C'est pourquoi fermer les cycles est un acte de maturité émotionnelle. C'est reconnaître qu'il y a des chapitres que seul toi peux clôturer, parce que l'autre personne ne le fera jamais pour toi. Fermer les cycles signifie aussi arrêter de revoir tes anciennes décisions dans le but de te punir. Cette habitude est destructive. Elle te maintient coincé dans une version de toi qui n'existe plus. Quand tu revois pour comprendre, pas pour t'attaquer. Demande-toi, qu'ai-je appris? Qu'ai-je compris? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Et ensuite, lâche prise. Tu n'as pas besoin de rouvrir la porte pour vérifier si la douleur est toujours là. Bien sûr qu'elle est là si tu la cherches. Le cycle se ferme lorsque tu décides d'arrêter de le nourrir. Il y a une erreur courante, croire que fermer un cycle signifie arrêter de ressentir. Non. Le fermer, c'est ressentir ce que tu dois ressentir, le traiter, le nommer, le comprendre et ensuite te permettre de continuer à avancer. Réprimer ne ferme rien, cela enferme seulement. Et ce qui est enfermé explose plus tard. Les gens qui fuient leurs émotions en vivant comme si de rien n'était pensent qu'ils ont avancé, mais en réalité, ils n'ont fait que repousser l'effondrement. Fermer un cycle, c'est s'arrêter le temps nécessaire pour guérir, pas pour se cacher. C'est un travail interne qui nécessite du courage et de l'honnêteté. Fermer les cycles implique aussi d'arrêter de poursuivre des histoires qui sont déjà terminées. Souvent, tu restes coincé parce que tu t'accroches à ce qui aurait pu être et non à ce qui a été. Parfois, ce qui fait mal n'est pas l'histoire réelle, mais l'histoire imaginée. Et c'est la plus difficile à lâcher. Mais si tu ne la lâches pas, tu resteras coincé dans une vie qui n'existe pas. Tu dois accepter que ce qui est terminé pour une raison. Tu ne l'as peut-être pas vue à ce moment-là, mais aujourd'hui tu peux la comprendre. Quand tu fermes les cycles, tu récupères une partie de toi qui était fragmentée. Tu récupères de l'énergie mentale, tu récupères de la clarté, tu récupères la paix. Et quelque chose de plus important, tu deviens inatteignable pour ceux qui essaient de te manipuler à partir de ton passé. Personne ne peut te blesser avec un chapitre que tu as déjà fermé. Personne ne peut te rappeler quelque chose qui ne t'affecte plus parce que tu l'as déjà traité. Personne ne peut utiliser ton histoire pour te sortir de ton centre parce que tu as déjà fait la paix avec elle. Fermer les cycles internes est un acte de dignité. 6. Transforme ton dialogue interne. Le dialogue interne fonctionne comme un narrateur invisible qui t'accompagne à chaque pas. Certains ont en eux un narrateur qui les détruit, d'autres un qui les pousse, et quelques-uns ont appris à le transformer en mentor. Imagine que ton esprit est une pièce avec de l'écho. Chaque mot que tu dis rebondit tant de fois qu'il finit par y croire. Si tu t'insultes, cet écho te poursuit.
Si tu te responsabilises, cet écho te commande. Si tu te respectes, cet écho te renforce. Transformer ton dialogue interne, c'est changer la voix avec laquelle tu te parles et, ce faisant, changer la direction de ta vie. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la violence avec laquelle ils se traitent. Ils s'appellent maladroits, inutiles, exagérés, faibles, comme si ces mots étaient de simples exutoires, mais ils ne le sont pas. Ce sont des ordres. Ce sont des instructions que l'esprit suit sans questionner. Ce que tu te dis constamment devient ton identité. C'est pourquoi transformer le dialogue interne n'est pas un acte d'estime de soi superficiel, c'est un acte de discipline mentale. C'est assumer que chaque mot que tu t'adresses construit ou détruit quelque chose en toi. Ton dialogue interne naît du passé. Les choses qu'on t'a dites, les comparaisons que tu as reçues, les exigences que tu n'as pas pu remplir, les silences que tu as interprétés comme un rejet, tout cela s'accumule et réapparaît dans ta voix intérieure. Le transformer implique de reprogrammer ce que tu as appris depuis la blessure. Cela implique d'écouter cette voix quand elle t'attaque et de te demander si elle t'appartient vraiment ou si tu ne fais que répéter le script de quelqu'un d'autre. La plupart du temps, cette critique interne n'est pas la tienne, elle est héritée. Transformer ton dialogue interne ne signifie pas te mentir avec des phrases vides. Il ne sert à rien de te répéter que tu es incroyable si au fond de toi tu continues à croire que tu ne vaux rien. La transformation commence par l'honnêteté. Reconnaître ce que tu ressens, ce que tu penses et ce qui te fait mal sans le maquiller. Une fois que tu acceptes ce qui se passe en toi, alors tu peux intervenir. Alors tu peux te parler comme un adulte qui se guide et non comme un ennemi qui punit. Le stoïcisme a bien compris que l'esprit doit être entraîné comme le corps. Si tu entraînes tes pensées t'obéissent. Si tu les abandonnes, elles te traînent. Transformer ton dialogue interne, c'est devenir l'entraîneur de ton esprit. Cela implique de t'arrêter quand tu te parles durement et de remplacer la critique cruelle par une correction consciente. Au lieu de dire « j'ai échoué, je suis un désastre », tu peux dire « j'ai échoué, mais je peux m'améliorer ». Au lieu de « je ne suis pas fait pour ça », tu peux dire « j'ai besoin de plus de pratique ». Ce n'est pas du positivisme bon marché, c'est de la précision émotionnelle. C'est la différence entre te détruire et te diriger. Cela implique aussi de reconnaître que la façon dont tu te parles définit la façon dont tu réponds au monde. Si ton dialogue interne est plein d'attaques, tu deviendras réactif. S'il est plein de peur, tu deviendras insécurisé. S'il est plein de honte, tu deviendras petit. Mais s'il est plein de clarté, tu deviens fort. S'il est plein de présence, tu deviens stable. S'il est plein de responsabilité, tu deviens invincible. La voie que tu choisis de nourrir détermine la vie que tu choisis de vivre. Transformer ton dialogue interne ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus constant. C'est te corriger en silence quand tu te parles mal. C'est arrêter la pensée qui essaie de te couler avant qu'elle ne devienne grande. C'est remplacer le vieux bruit par une voix plus consciente. C'est apprendre à ne pas te traiter comme quelqu'un d'indigne. Ta vie change quand ta voix intérieure cesse d'être une agresseuse et devient un guide. 7. Pratique la pause stoïcienne. Pratiquer la pause stoïcienne, c'est comme apprendre à arrêter une flèche en plein vol. Cela semble impossible jusqu'à ce que vous compreniez que la flèche n'a jamais été le problème, mais la vitesse à laquelle vous permettiez à vos émotions de vous traverser. La plupart des gens répondent sans réfléchir, agissent sans analyser, parlent sans mesurer l'impact. Ils vivent poussés par un esprit qui court plus vite que leur conscience. La pause stoïcienne est le frein qui empêche votre vie de se diriger directement vers le chaos. C'est un instant bref, presque imperceptible, où vous choisissez la conscience plutôt que l'impulsion et le calme au lieu de la réaction. Cette seconde de pause peut tout changer. Elle peut éviter une dispute inutile. Elle peut vous empêcher de dire quelque chose que vous regretterez. Elle peut protéger votre paix des provocations des autres. Elle peut garder votre vie émotionnelle sous contrôle. Mais la pause ne se produit pas d'elle-même. Vous devez la former.
Vous devez apprendre à reconnaître quand votre corps veut répondre avant que votre esprit ne se soit réveillé. Les émotions ne sont pas l'ennemi, c'est la vitesse à laquelle elles vous emportent si vous ne savez pas vous arrêter. Pratiquer la pause stoïcienne signifie rompre le schéma automatique. Ce schéma que vous avez hérité du passé, de vos blessures, de vos anciennes réactions. Cela signifie détecter quand votre cœur s'accélère, quand vos muscles se tendent, quand votre esprit commence à vous lancer des pensées impulsives qui ne représentent pas votre meilleure version. C'est à ce moment que la pause apparaît, une respiration, un silence intérieur, un espace où vous décidez quoi faire au lieu de laisser votre histoire décider pour vous. Beaucoup confondent la pause avec la faiblesse, comme si s'arrêter avant de répondre était un signe de peur. Mais la réalité est l'opposé. Il faut de la force pour rester ferme lorsque votre ego veut attaquer. Il faut de la maturité pour réfléchir lorsque votre orgueil veut réagir. Il faut de la discipline pour ne pas tomber dans des provocations conçues pour vous faire perdre le contrôle. La pause stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est agir avec précision. C'est intervenir dans votre propre impulsion avant qu'elle ne vous trahisse. Quand vous pratiquez la pause, vous découvrez que la plupart de vos anciennes réactions n'avaient pas de sens. C'étaient des réponses exagérées, héritées de la douleur, basées sur des interprétations qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous commencez à voir que beaucoup de disputes étaient inutiles, que beaucoup de mots étaient remplis d'émotions et non de raison, que beaucoup de décisions étaient prises par peur et non par clarté. La pause révèle ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Elle vous permet également de reconnaître les intentions des autres. Lorsque vous arrêtez de réagir automatiquement, vous pouvez analyser si la personne en face de vous cherche vraiment à communiquer ou cherche simplement à vous provoquer. Vous pouvez voir si son commentaire provient de son insécurité, de sa frustration ou de son besoin de contrôle. La pause vous donne une vision, et celui qui a une vision cesse de tomber dans des pièges émotionnels. La pause ne vous protège pas seulement des autres, elle vous protège aussi de vous-même, de vos impulsions, de vos anciens schémas, de vos histoires non résolues. C'est un moment où vous vous rappelez qui vous êtes et qui vous ne voulez plus être. Un instant où vous réaffirmez votre croissance, où vous freinez cette ancienne version qui essayait de réagir pour vous. Cette seconde est votre victoire silencieuse. Pratiquer la pause stoïcienne vous permet également de répondre avec intention. Vous ne parlez plus depuis la blessure, vous n'agissez plus par peur, vous ne décidez plus à partir du chaos, vos mots deviennent plus précis, vos limites plus claires, votre caractère plus stable. 8. Choisis la gratitude comme force. Choisir la gratitude comme force ressemble à regarder un champ après une tempête. Certains ne voient que des branches cassées, des flaques d'eau et de la destruction, mais d'autres voient une terre plus fertile, de l'air pur et de l'espace pour semer quelque chose de nouveau. La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont tu choisis de regarder. La gratitude n'ignore pas la douleur, elle ne la maquille pas non plus. Elle l'éclaire, elle la transforme en quelque chose d'utile, elle la transforme en un outil qui te rend le pouvoir au lieu de te le retirer. C'est là la véritable force. Remercier même pour ce que tu ne voulais pas vivre, parce que tu comprends que sans cela, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que la gratitude est une émotion douce et spirituelle, mais la véritable gratitude est un acte brutal de conscience. C'est regarder ta vie sans anesthésie et reconnaître malgré tout que chaque coup avait un but. C'est accepter que ce qui t'a brisé t'a aussi réveillé. C'est comprendre que ce que tu as perdu te préparait à gagner ailleurs. La gratitude n'est pas un soupir tendre, c'est une décision forte, presque défiante. Dire merci même quand ça a fait mal, parce que ce qui a fait mal t'a formé. Choisir la gratitude comme force implique de rompre avec l'habitude de se concentrer sur ce qui manque. L'esprit humain a tendance à regarder le vide, pas ce qui reste. Il se concentre sur ce qui a mal tourné, pas sur ce que tu as appris. Il examine la blessure,
pas la guérison. Et si tu ne fais pas attention à cela, tu finis par croire que ta vie est plus sombre qu'elle ne l'est vraiment. La gratitude change l'angle. Elle te fait voir ce que tu as, ce que tu peux, ce que tu as accompli, ce qui te soutient. C'est un changement de perspective qui transforme complètement ton récit intérieur. Choisir la gratitude implique aussi d'accepter que certaines personnes, même si elles t'ont fait du mal, étaient nécessaires. Elles étaient des miroirs qui ont révélé des parties de toi que tu avais besoin de guérir. Elles étaient des leçons que tu n'aurais pas apprises autrement. Il ne s'agit pas de justifier le mal, il s'agit de reconnaître que de ce mal est née la croissance. Que grâce à ces expériences, tu as aujourd'hui des limites plus fermes, une voix plus claire et une identité plus consciente. C'est dur à admettre, mais une grande partie de ta force est née dans les moments que tu voulais le plus éviter. La gratitude comme force est aussi une protection. Quand tu remercies, ton esprit cesse de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Tu cesses de résister. Tu cesses d'alimenter une souffrance inutile. Tu cesses de tomber dans le pourquoi cela m'est-il arrivé et tu passes au pourquoi cela m'est-il arrivé. Ce changement te libère, il te sort du rôle de victime et te ramène au rôle de protagoniste. Il te rappelle que tu n'es pas à la merci de ton histoire, tu construis avec elle. La gratitude n'efface pas le passé, mais elle efface le poison. C'est comme prendre une épine enfoncée et la transformer en avertissement. Comme transformer une erreur en boussole. Comme transformer une chute en muscle. Tout ce que tu as vécu peut être une arme contre toi ou une arme en ta faveur, selon la façon dont tu l'interprètes. La gratitude est l'interrupteur qui décide de quel côté elle sera. Vivre dans votre propre esprit, c'est comme habiter une maison que vous n'avez pas construite. Chaque pensée, chaque règle, chaque « tu devrais » a été placée là par quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous parcourez ces couloirs comme s'ils étaient les vôtres. Vous vous êtes habitué au bruit, au désordre, aux fissures, tellement que vous ne les remarquez plus. Et c'est là que le véritable problème commence. Vous confondez la domestication avec l'identité. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes programmé. Programmé pour réagir, pas pour choisir, pour souffrir, pas pour questionner, pour vivre vite, mais ressentir peu. Le monde veut que vous restiez distrait, épuisé, docile. Il veut que vous continuiez à répéter la même vie qui vous éteint pendant que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et voici la vérité sans phare. Oui, vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Cette vidéo existe pour vous secouer, pour que vous ouvriez les yeux sans adoucissant ni beau discours. Ici, vous ne trouverez pas de motivation vide. Vous trouverez la conscience. Vous trouverez la responsabilité. Vous trouverez un miroir devant lequel vous ne pourrez pas vous mentir. Nous allons démonter la version de vous créée par la douleur, par la peur, par le bruit mental qui vous répète que vous ne pouvez pas. Nous allons briser la dépendance émotionnelle à la souffrance, la cage du potentiel inutilisé, le piège d'attendre la permission de vivre. Nous allons affronter cette vie non vécue que vous avez évitée pendant des années. Parce que se réveiller n'est pas romantique. Se réveiller fait mal, mais rester endormi fait plus mal. Le stoïcisme sera votre outil, non pas comme théorie, mais comme pratique quotidienne. Clarté, action, vertu et présence. Vous allez apprendre à être la conscience, pas le narrateur. À reprendre le contrôle dès les premières secondes de votre journée. À vivre comme quelqu'un qui s'appartient, pas comme quelqu'un traîné par son passé. Ici commence votre vie consciente. Direct, sans excuse. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi tout ce que vous pensiez être n'était que la version minimale de vous. 1. Retrouve ton rythme naturel. Imagine un lion élevé toute sa vie dans un zoo. Il mange à l'heure qu'on lui dit, dort quand l'environnement le lui permet, marche dans un espace qu'il n'a pas choisi et regarde un horizon qu'il ne peut jamais toucher. Avec le temps, il oublie qui il est. Il cesse de rugir, de chasser, d'écouter son propre instinct. Il n'est pas malade ni faible. Il est simplement déconnecté de sa véritable nature. C'est exactement ce qui t'arrive lorsque tu vis selon un rythme qui n'est pas le tien.
Le monde moderne t'a transformé en un animal domestiqué et t'a convaincu que se sentir perdu est normal. Retrouver ton rythme naturel n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence. C'est comprendre que ton corps et ton esprit n'ont pas été conçus pour la vitesse absurde à laquelle tu vis. La technologie exige de toi l'immédiateté. Les réseaux sociaux te poussent à te comparer. Les gens te pressent pour répondre à des attentes qui ne sont même pas les tiennes, et toi, sans t'en rendre compte, tu commences chaque jour à courir après une vie qui ne suit jamais ton rythme interne. Le résultat est simple et brutal. Tu te déconnectes de toi-même et tu confonds ce vide avec l'échec. La philosophie stoïcienne te parle justement du contraire. Tu n'es pas libre quand tu cours. Tu es libre quand tu sais agir depuis ton propre centre. Les stoïciens ne cherchaient pas à être plus rapides ou plus occupés. Ils cherchaient à être en harmonie avec leur nature. Pour eux, la véritable force commence lorsque tu maîtrises ton rythme et que tu ne laisses pas le monde le dicter pour toi. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car retrouver ton rythme implique de renoncer à quelque chose que la société t'a appris à idolâtrer. L'urgence fausse. Ton rythme naturel apparaît lorsque tu recommences à t'écouter. Lorsque tu cesses d'accepter que ta première pensée du jour soit l'anxiété ou la culpabilité. Lorsque tu ne te jettes pas directement sur ton téléphone pour consommer du bruit étranger. Lorsque tu respires, observes et décides qui tu es avant que ton environnement ne décide pour toi. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurobiologie. Ton esprit ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas une direction consciente chaque matin. Se réveiller sans intention est comme donner les clés de ta vie au hasard et espérer qu'il te mène à bon port. Retrouver ton rythme signifie aussi arrêter de vivre en réagissant. Dès que tu te réveilles, il y a déjà des notifications, des responsabilités, des attentes et du bruit externe qui frappent ton esprit comme une pluie de flèches. C'est pourquoi ta journée se passe en pilote automatique. C'est pourquoi tu tombes dans des schémas qui ne te plaisent même pas. C'est pourquoi tu te sens épuisé même quand tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque d'alignement. Et voici la partie agressive mais réelle. Si tu ne retrouves pas ton rythme, quelqu'un d'autre va utiliser le sien pour gouverner ta vie. L'entreprise, la famille, le partenaire, la société, quiconque a besoin que tu sois psychologiquement disponible. Si tu ne choisis pas ton rythme, d'autres le feront pour toi et tu deviendras une extension de leurs urgences. C'est aussi simple que ça. Quelle est la première étape pour sortir de cette domestication psychologique? T'arrêter, observer, écouter ta respiration, te demander ce dont tu as besoin avant de te demander ce que le monde exige de toi. Choisir un rythme qui te permet de penser au lieu de simplement survivre. Personne ne peut construire une vie consciente à partir d'un corps accéléré et d'un esprit épuisé. Tu dois te reconnecter avec ce que ton propre être te dicte, pas avec ce que l'environnement te programme. Retrouver ton rythme naturel, c'est redevenir le lion qui se souvient de qui il est. C'est arrêter de t'adapter à la cage et commencer à ouvrir de l'espace en toi pour retourner à ta nature. Non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec ta propre force. Lâche l'identité basée sur la douleur. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme s'ils portaient un sac à dos plein de pierres, mais quand tu leur dis de le poser par terre, ils s'y accrochent encore plus fort. Non pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils ne savent plus qui ils seraient sans ce poids. La douleur devient une sorte de nom de famille émotionnelle, une identité déguisée en histoire personnelle. Tu l'as aussi fait. Nous l'avons tous fait. Nous utilisons de vieilles blessures comme si elles étaient des justificatifs pour notre présent. Nous disons que nous sommes ainsi parce qu'on nous a blessés, parce qu'on nous a déçus, parce que nous avons eu de la malchance, parce que la vie a été injuste. La douleur cesse d'être un événement et devient notre nom interne. Le problème est qu'une identité basée sur la douleur ne te protège pas, elle t'enferme. La douleur te fait te sentir spécial pendant un moment, parce qu'elle te donne une histoire à raconter, mais elle te condamne aussi à la répéter. Chaque fois que tu dis, « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », sans t'en rendre compte,
Tu renouvelles un contrat psychologique avec ton passé. C'est comme si tu signais chaque jour que cette blessure a du pouvoir sur toi. Et tant que tu continues à signer, peu importe combien tu veux avancer, tout te ramène au même point de départ. La philosophie stoïcienne a une position agressivement honnête à ce sujet. Pour un stoïcien, la blessure ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta réponse. En d'autres termes, la douleur peut t'expliquer, mais elle ne peut pas te représenter. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils la regardaient en face, ils la reconnaissaient, ils l'acceptaient, mais ils ne permettaient jamais qu'elle devienne une identité, parce qu'ils savaient que la douleur est une visiteuse, pas une propriétaire, et tu as laissé qu'elle devienne propriétaire. La douleur devient une identité quand tu l'utilises comme une boussole, quand chaque décision naît de la blessure, quand tu te comportes à partir de la peur, quand tu réagis à partir de l'insécurité, quand tu interprètes tout à travers le filtre du dommage. Tu finis par vivre une vie conçue par ton passé, pas par ta conscience. Et voici la vérité inconfortable. Cette identité te limite plus que toute personne qui t'a blessé. La douleur devient une addiction parce qu'elle te donne quelque chose de prévisible. Elle te dit « tu es ceci » et tu l'acceptes parce que c'est ce que tu connais. Mais ce qui est connu n'est pas toujours sain. Ce qui est familier n'est pas toujours liberté. Lâche cette identité. Pas de manière romantique ou superficielle, mais de manière consciente et brutalement honnête. Lâche-la en comprenant qu'elle n'est pas une partie essentielle de toi. Lâche-la parce qu'elle te vole ton futur et te maintient petit. Lâche-la parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à vivre comme un personnage secondaire d'une histoire passée qui s'est terminée il y a des années. Et lâche aussi le rituel que tu fais avec ta propre souffrance. Ne transforme pas ta blessure en un autel émotionnel. Arrête de la répéter pour justifier tes décisions. Arrête de la projeter sur les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. Arrête de l'utiliser comme une excuse pour ne pas changer. Chaque fois que tu répètes ton traumatisme comme s'il était un mantra, tu le renforces. Tu le rends réel. Tu le maintiens en vie. Et ce n'est pas guérir, c'est perpétuer. Le stoïcisme t'offre une sortie claire. Interprète ta douleur comme une information, pas comme une identité. L'information t'aide à grandir. L'identité t'arrête. L'information te permet d'agir différemment. L'identité t'oblige à répéter. L'information libère. L'identité enchaîne. Ta vie consciente ne peut commencer que lorsque tu comprends ceci. Ta douleur était réelle, mais ce n'est pas ta vérité. C'était une expérience, pas une définition. C'était un chapitre, pas le titre du livre. Tu n'es pas la blessure. 3. Remplace le potentiel par l'action. Un corbeau peut voler des kilomètres, traverser des tempêtes et atteindre n'importe quel point du ciel. Mais s'il passe trop de temps sur la même branche d'un arbre à imaginer son vol, il finit par croire que la branche est son territoire naturel. Il se convainc qu'il peut voler, mais il ne vole jamais. C'est le piège du potentiel. Il te fait te sentir fort sans bouger d'un centimètre. Il te fait croire que tu avances alors que tu restes exactement au même endroit. Le potentiel est confortable, mais c'est aussi un piège. Tu sais que tu pourrais être plus fort, plus discipliné, plus courageux, plus authentique. Tu l'as ressenti de nombreuses fois. Tu as eu des moments de clarté où tu vois exactement qui tu pourrais devenir. Mais ensuite, la vie continue, le bruit t'absorbe, l'esprit automatique reprend le contrôle et ce potentiel devient une fantaisie qui n'existe que dans ta tête. Tu finis par accumuler des rêves comme s'ils étaient des objets stockés dans une pièce où tu n'entres jamais. Cela crée un sentiment de faux pouvoir qui t'intoxique. Tu crois que tu as des possibilités illimitées, alors qu'en réalité, tu es paralysé. La philosophie stoïcienne ne tolère pas cette paralysie. Pour un stoïcien, le potentiel sans action est une faiblesse déguisée en vertu. C'est la preuve que tu ne maîtrises pas encore ta volonté. Les stoïciens enseignaient que l'action imparfaite est toujours supérieure au rêve parfait, parce que le rêve ne change rien, mais l'action te transforme. Ce que tu fais définit qui tu es. Ce que tu imagines ne définit que ce que tu évites.
Le potentiel te séduit parce qu'il ne te demande pas de sacrifice. Il ne te demande pas de changer tes habitudes. Il ne t'oblige pas à affronter tes peurs. Il ne te met pas mal à l'aise. C'est comme vivre à l'intérieur d'une carte sans parcourir le terrain. Tout semble possible parce que rien n'est réel. L'action, en revanche, est brutale. Elle te confronte. Elle te demande de choisir. Elle t'oblige à assumer la responsabilité. Elle te dévoile face à ta propre incohérence. C'est pourquoi nous évitons d'agir, parce que l'action révèle la vérité sur nous-mêmes. Mais voici la partie agressive et honnête que tu as besoin d'entendre. Tu n'es pas bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es bloqué parce que tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Tu restes à rêver parce qu'agir impliquerait d'abandonner des histoires qui te protègent. Le potentiel te permet de continuer à croire qu'un jour, tu vas te réveiller, changer, t'améliorer. Ce « un jour » est un mensonge que tu te racontes pour te sentir moins coupable. Et chaque jour qui passe sans action, ce potentiel devient un poids mort. Il ne te pousse pas, il te tire vers le bas. La cage du potentiel te piège parce qu'elle t'offre une identité sans résultat. Elle te fait te sentir comme quelqu'un avec un destin, même si tes actions prouvent le contraire. Et ici, la philosophie stoïcienne est claire. Ton identité est mesurée par tes décisions, pas par tes désirs. La question n'est pas ce que tu pourrais être. La question est ce que tu choisis d'être aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Sortir de ce piège exige du courage. Il exige que tu agisses même quand tu ne te sens pas prêt. Il exige que tu lâches la fantaisie de la perfection et que tu permettes à l'action d'être maladroite, incomplète, imparfaite. Parce que l'action imparfaite fait bouger le monde. La passivité parfaite l'arrête. L'action crée la clarté. L'action crée la discipline. L'action crée le caractère. Le potentiel ne crée que des excuses. Cette étape est simple mais féroce. Fais quelque chose. Ne le planifie pas. Ne l'analyse pas trop, ne le remets pas à plus tard. Fais-le. Entraîne-toi, écris, coupe les liens toxiques, range ton espace, commence ce projet, change cette habitude. Quoi que ce soit, mais fais-le. Parce que lorsque tu brises l'inertie, tu brises ton identité passée. 4. Donne-toi la permission de ta propre volonté. Un aigle ne demande pas la permission d'ouvrir ses ailes. Il ne demande pas si le vent l'accepte. Il ne consulte pas si le ciel l'approuve. Il n'attend pas de validation de la part d'aucune créature terrestre. Il déploie simplement sa force parce qu'il sait que sa nature est de voler. Toi, par contre, tu as passé trop d'années à demander la permission d'être qui tu es déjà à l'intérieur. Tu as vécu comme si ta vie avait besoin de la signature des autres pour avancer. Et c'est l'un des conditionnements les plus silencieux et dangereux qui existent. L'idée que tu as besoin d'une approbation externe pour bouger, changer, décider ou grandir. Le pire, c'est qu'on ne te l'a pas directement enseigné. Tu l'as absorbé, tu l'as imité, tu l'as normalisé. Tu as appris à regarder autour de toi avant de regarder à l'intérieur. Tu as appris à attendre le signal des autres pour activer le tien. Tu es devenu quelqu'un qui consulte plus qu'il ne décide. La philosophie stoïcienne a une position complètement opposée. Pour un stoïcien, la volonté est sacrée. C'est le noyau de ta liberté. C'est le point où tu décides si ta vie est gouvernée par toi ou par les attentes des autres. Les stoïciens comprenaient que vivre en attendant la permission est une forme douce d'esclavage psychologique. Parce que si tu as besoin d'approbation pour bouger, tu en auras aussi besoin pour t'arrêter. Et si quelqu'un peut définir quand tu agis, il peut aussi définir qui tu es. Le problème n'est pas que tu cherches l'acceptation. Nous voulons tous, à un certain niveau, nous sentir connectés aux autres. Le vrai problème est lorsque tu conditionnes ta croissance à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas avec intégrité leur propre vie. Tu demandes la permission à ceux qui n'osent pas. Tu demandes l'approbation à ceux qui ne comprennent pas ta vision. Tu attends la validation de personnes qui ne se sont même pas validées elles-mêmes. Et dans ce processus, ta volonté s'éteint. Ce piège psychologique fonctionne ainsi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. Mais tu ne le fais pas parce que tu attends un « c'est bien », un « je te soutiens », un « fais-le », un « c'est ça ».
Tu cherches l'autorisation dans les regards, les mots, les attitudes et les signaux qui n'arriveront jamais. Et quand ils n'arrivent pas, tu interprètes le silence comme un rejet. C'est l'erreur. Personne n'a l'obligation de te donner la permission de vivre ta vie. La permission la plus importante est celle que tu te donnes. Et cette permission ne se négocie pas. Elle se déclare. Elle se maintient. Quand tu attends l'autorisation, tu perds des années. Tu perds des opportunités. Tu perds des versions entières de toi qui auraient pu exister. La vie ne s'arrête pas pendant que tu décides de bouger ou non. La vie continue et tu restes en arrière. Récupérer ta volonté, c'est décider que tu ne vas plus repousser ton destin simplement parce que les autres ne comprennent pas ton processus. Les stoïciens savaient que la liberté commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. Ta volonté est le filtre qui définit ta direction. Si tu ne diriges pas ta volonté, quelqu'un d'autre l'absorbera. Deviens le genre de personne qui se donne la permission d'agir même quand personne ne comprend. Parce que ce qui te motive n'est pas la validation, mais la clarté de ton but. Te donner la permission est un acte de sincérité. C'est te regarder et te dire « c'est ce que je veux, c'est ce que je décide, c'est ce que je vais faire ». Pas parce que c'est facile, pas parce que tout le monde le soutient, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. Tu te le dois. La vie consciente commence ici, quand ta volonté cesse de demander la permission et commence à marquer la direction. Quand tu n'attends plus de signaux externes parce que tu comprends que le signal le plus puissant est ta conviction interne. 5. Honore ta vie non vécue. Un arbre qui n'a jamais poussé laisse toujours l'ombre de ce qu'il aurait pu être. Les branches qui ne sont pas nées, les fruits qu'il n'a pas donnés, les chemins que ses racines n'ont jamais explorés. Tout cela reste là comme un vide silencieux dans le paysage. Il ne dérange pas, ne fait pas de bruit, mais il existe. Ta vie non vécue fonctionne de la même manière. Elle ne te crie pas dessus, ne te poursuit pas, ne te blâme pas, mais tu la sens. Dans ce qui te dérange sans raison, dans la nostalgie qui apparaît sans prévenir, dans le sentiment qu'il te manque quelque chose que tu ne sais pas nommer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est du deuil. Deuil pour les versions de toi que tu n'as jamais laissées exister. Honorer ta vie non vécue, ce n'est pas rester coincé dans ce qui aurait pu être. C'est avoir le courage de reconnaître qu'il y a eu des rêves que tu as abandonnés, des chemins que tu n'as pas pris, des décisions que tu as évitées, des relations que tu n'as pas affrontées et des opportunités que tu as laissées passer parce que tu ne te sentais pas prêt. Et bien que le monde essaie de te faire croire que ignorer cela est de la maturité, c'est faux. Ignorer ta vie non vécue te détruit de l'intérieur parce qu'elle nie une partie de ton histoire émotionnelle. La vérité est que la douleur ne vient pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu ne t'es jamais permis d'essayer. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de réprimer cette douleur. Elle te demande de l'observer sans la dramatiser, de l'accepter sans en faire une identité, de reconnaître ce que tu as laissé derrière toi avec responsabilité, non avec culpabilité. Un stoïcien comprend que la vie a de multiples bifurcations et que tu ne peux pas toutes les parcourir. Mais il comprend aussi que certains renoncements font mal parce qu'ils révèlent qu'à certains moments, tu as été plus petit que ton potentiel, plus peureux que ton but, plus silencieux que ta vérité intérieure. Reconnaître cela ne t'affaiblit pas, cela te mûrit. Le deuil de la vie non vécue pèse parce qu'il révèle la distance entre qui tu es et qui tu sais que tu aurais pu être. Et cette distance ne se comble pas avec de la motivation bon marché ni avec des phrases vides. Elle se comble avec de l'honnêteté. Elle se comble en acceptant que tu as perdu du temps, que tu as été tiède quand tu avais besoin de feu, que tu as cédé quand tu devais avancer, que tu as laissé ta volonté s'endormir. Cette honnêteté fait mal, mais c'est le genre de douleur qui nettoie, le genre de douleur qui te réveille. Le plus dangereux dans le fait de te refuser ce deuil est que cela te condamne à répéter le même schéma. Ce que tu ne reconnais pas, tu le répètes. Ce que tu n'acceptes pas te contrôle. Ce que tu évites grandit. C'est pourquoi tant de personnes sont coincées dans le sentiment de vide permanent.
Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de la malchance. C'est de la vie non vécue accumulée. C'est la conscience qui te demande de regarder ce que tu as ignoré. C'est ton intérieur qui te rappelle que tu n'as pas été créé pour le confort du regret silencieux. Honorer ta vie non vécue signifie regarder tes rêves abandonnés sans honte, tes décisions lâches sans excuse, tes parties oubliées sans rejet. Cela signifie faire la paix avec les versions de toi qui n'ont pas eu l'occasion d'exister. Non pour les ressusciter, mais pour les libérer, pour qu'elles cessent de t'ancrer dans le passé, pour que tu puisses construire sur un terrain propre, pas dans le déni. Cet acte d'honneur t'oblige aussi à une chose, choisir. Choisir quelle partie de ta vie tu veux vivre maintenant. Choisir quel rêve reporté mérite de reprendre sa marche. Choisir quel but mérite d'être repris. Choisir quelle partie de toi tu n'accepteras plus jamais d'abandonner. Cette décision est le début de ta nouvelle liberté. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux éviter de le répéter. Et tu ne peux pas vivre toutes tes vies possibles, mais tu peux en choisir une, la tienne, consciente, alignée et authentique. Honorer ta vie non vécue, c'est arrêter de traiter tes rêves comme des fantasmes et commencer à les traiter comme des responsabilités. 6. Sois la conscience, pas le narrateur. L'esprit humain fonctionne comme un théâtre qui ne ferme jamais. Sur scène se trouvent les pensées, les voix intérieures, les peurs, les souvenirs, les opinions des autres que tu as absorbées sans le vouloir. Tout agit en même temps. Mais le curieux est ceci, tu n'es aucun des acteurs, tu es le spectateur assis au dernier rang, regardant comment la pièce se déroule. Le problème survient lorsque tu oublies cela et commences à croire que tu es le protagoniste de chaque pensée, même si tu ne l'as pas choisi. Tu t'identifies à n'importe quelle phrase qui apparaît dans ta tête comme si c'était une vérité absolue. Et ainsi, sans t'en rendre compte, le narrateur mental finit par prendre le contrôle de ta vie. L'identité confondue avec la pensée est l'un des pièges les plus forts qui existent. Ton esprit te parle à la première personne, utilise ton ton, ta mémoire, tes peurs et tes désirs pour se sentir légitime. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une fonction automatique créée par des expériences, des traumatismes, des habitudes, la culture, l'éducation et la répétition. C'est un algorithme émotionnel. Et tant que tu le confonds avec toi-même, tu vivras piégé dans un cycle de réactions que tu n'as pas choisi. La conscience stoïcienne te demande quelque chose de radical, te séparer du narrateur interne, ne pas l'éliminer, ne pas lutter contre lui, te séparer. Un stoïcien sait que la pensée est un événement, pas une identité. Le narrateur dit « je ne peux pas », mais la conscience observe cette phrase et décide si elle l'accepte ou non. Le narrateur dit « je suis insuffisant », mais la conscience l'écoute comme si c'était un bruit externe. Le narrateur exagère, dramatise, anticipe des tragédies, mais la conscience reste stable. Cette séparation est ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, la capacité de te gouverner toi-même, de ne pas réagir impulsivement, d'observer avant d'agir. Quand tu deviens le narrateur, tu perds ta liberté. Chaque pensée t'entraîne, chaque impulsion te contrôle, chaque émotion te dicte une direction différente. C'est comme être un navire sans capitaine, déplacé par n'importe quel courant. La conscience, en revanche, est le gouvernail. C'est la distance suffisante pour ne pas te confondre avec le chaos qui apparaît dans ton esprit. Cette distance est le pouvoir. Cette distance est la clarté. Cette distance est la force. Beaucoup pensent que l'esprit est l'ennemi parce qu'il les punit avec des pensées négatives. Ce n'est pas le cas. L'esprit répète ce qu'il a appris. Il répète des modèles. Il répète des histoires. Il répète des interprétations. L'esprit n'est pas mauvais, il est juste bruyant. Et si tu ne l'observes pas, il te domine. Mais si tu l'observes, il s'ordonne. La conscience ne lutte pas contre l'esprit. Elle le dirige, elle le redirige, elle le rééduque. Et cela se réalise lorsque tu te rends compte qu'une pensée n'est pas un commandement, c'est juste un stimulus. Tu choisis quoi faire avec.
Pour vivre une vie consciente, tu as besoin de pratiquer la séparation tous les jours. Quand la voix intérieure te dit « tu ne peux pas », respire et observe-la comme un nuage qui passe. Quand elle te dit « tu échoueras », identifie d'où elle vient, quel modèle l'a créée. Quand elle te dit « les gens te jugent », demande-toi si cela vient de ton présent ou de l'insécurité d'une ancienne version de toi. Entre la pensée et ta réaction, il y a toujours un espace. Cet espace est où ta liberté renaît. Le narrateur mental continuera à parler. Il continuera à dire des choses que tu n'aimes pas. Il continuera à générer du bruit. Mais tu ne le prendras plus pour une vérité. Tu l'écouteras comme tu écoutes la télévision en arrière-plan, présente mais sans importance. Ce qui est important, ce n'est pas de le faire taire, mais d'arrêter de lui obéir. Quand tu apprends à être la conscience et non le narrateur, ta vie change à tous les niveaux. 7. Choisis qui tu seras dans les premières secondes. La première seconde après avoir ouvert les yeux est comme un interrupteur au milieu de l'obscurité. Si tu l'allumes, la pièce s'illumine de ta décision. Si tu ne le fais pas, l'esprit automatique l'activera pour toi et te laissera piéger dans une lumière que tu n'as pas choisie. Les premières secondes de la journée ne sont pas un détail, elles sont un champ de bataille invisible. C'est à ce moment-là que se définit si tu vas vivre depuis ta conscience ou depuis le pilote automatique qui te gouverne depuis des années. Ce que la majorité ne comprend pas, c'est que l'esprit se réveille avant toi. Dès que tu ouvres les yeux, ton cerveau commence à lancer des pensées accumulées, tâches en attente, culpabilité, anxiété, comparaison, souvenirs inconfortables, doutes, auto-exigence. Tout arrive comme une vague qui essaie de t'emporter avant que tu aies le temps de réagir. C'est le moment le plus dangereux de ta journée, parce que c'est l'instant où ton identité est décidée sans ta participation. L'ancienne version de toi, celle que tu essaies de laisser derrière toi, est la première à se réveiller. Les stoïciens ont compris le pouvoir brutal de ces premiers instants. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qui il devait être avant que le monde ne lui dise qui il semblait être. Ce principe est simple, mais féroce. Tu choisis ton identité chaque matin, et si tu ne la choisis pas activement, l'esprit la choisit pour toi. Cette décision précoce marque tout ce qui suit. Ce n'est pas de la spiritualité vide, c'est de la neuroplasticité. Le cerveau prend la première pensée comme le ton émotionnel de la journée. C'est pourquoi quand tu commences avec de l'anxiété, tout te pèse. C'est pourquoi quand tu commences avec de la clarté, tout coule différemment. Ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui t'arrive, mais depuis quel état tu te réveilles pour y faire face. Si tu permets que les premières secondes te kidnappent, tu as déjà perdu la bataille avant de commencer. Non pas parce que la journée est impossible, mais parce que tu l'as commencée avec la mauvaise identité. Une journée forte ne se construit pas à midi, elle se construit au premier battement de paupières. Ce que tu décides à ce moment-là te transforme en quelqu'un de réactif ou en quelqu'un de conscient. Ta première pensée peut être une arme ou une prison. Elle peut être « je ne peux pas »,« quelle fatigue », encore la même chose. Ou elle peut être « je suis là »,« je décide »,« aujourd'hui je me gouverne ». Ce n'est pas une question de positivisme bon marché. C'est une question de souveraineté mentale. Lorsque tu choisis consciemment qui tu es dans ces premières secondes, tu brises la programmation automatique qui a dirigé ta vie pendant des années. Mais il ne s'agit pas seulement de penser différemment. Il s'agit d'agir différemment. Les premières secondes sont le rituel où tu réaffirmes quelle identité tu es en train de construire. Si dès que tu te réveilles, tu vas directement au téléphone, ton esprit comprend que l'extérieur te gouverne. Si tu te lèves sans direction, il comprend que tu n'as pas de direction. Si tu commences par te plaindre, il comprend que la vie te dépasse. Ce que tu fais dès que tu te réveilles est une déclaration psychologique de qui tu seras le reste de la journée. La philosophie stoïcienne te donne un outil puissant, l'intention préalable. Avant de dormir, définis qui tu veux être demain. Non pas ce que tu veux ressentir, mais qui tu veux être. Ferme, présent, discipliné, calme, maître de ton esprit. Au réveil,
Rappelle-toi avant que le bruit mental ne le détruise. Même 10 secondes de conscience soutiennent ton identité pendant des heures. Choisis ton état avant que le monde ne le choisisse pour toi. Respire, observe, décide. C'est ta véritable liberté. Non pas contrôler tout ce qui se passe, mais contrôler la façon dont tu entres dans la journée. Parce que celui qui contrôle les premières secondes contrôle la narration interne. Et celui qui contrôle la narration interne contrôle son destin. 8. Vis la vertu, pas l'apparence. Marcher dans la vie en essayant d'impressionner les autres, c'est comme se maquiller pour entrer dans une tempête. Peu importe combien de brillants tu mets, la pluie va effacer ton masque dans les premières minutes et à la fin, la vérité sera exposée, qui tu es sans public. C'est la différence entre l'apparence et la vertu. L'apparence existe tant qu'on te regarde. La vertu existe même quand personne ne te voit. Et la plupart des gens sont si habitués à vivre pour la scène qu'ils oublient que la vraie vie se passe en coulisses. La culture actuelle te pousse constamment à construire une image, pas un caractère. Elle te dit de paraître sûr de toi, même si tu ne le sens pas, de te montrer fort même si tu es brisé, de sourire même si tu es vide, de publier ta vie même si tu ne la vis pas. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un acteur interprétant une version éditée de toi-même. Le problème, c'est que quand tu t'habitues à jouer, tu te déconnectes de ce que tu es. Le faux devient normal et l'authentique commence à te déranger. Tu deviens un reflet, pas une personne. La philosophie stoïcienne détruit cette façade à sa racine. Elle ne te demande pas de te montrer parfait ni de cacher tes défauts. Elle te demande de vivre guidé par la vertu, sagesse, justice, courage et tempérance. Pas pour plaire, mais pour être intègre. Les stoïciens comprenaient que l'apparence est une douce prison. Elle te maintient en attente de qui te regarde, de ce qu'il pense, de si tu réponds aux normes externes. Et chaque fois que tu cherches la validation, tu donnes un morceau de ta liberté mentale. La vertu, en revanche, est un acte interne. Elle ne requiert pas d'applaudissements. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'exige pas de reconnaissance. C'est un engagement envers toi-même, pas envers le monde. Et cet engagement te donne une force que personne ne peut t'enlever. Parce que tandis que l'apparence dépend des opinions, la vertu dépend des décisions. Et tes décisions sont la seule chose que tu contrôles vraiment. Vivre de l'apparence détruit ta stabilité émotionnelle. Elle te rend dépendant. Elle te rend insécurisé. Elle te rend malléable. Parce que si ta valeur est dans la façon dont on te voit, toute critique te fait tomber. Si ton identité dépend de l'extérieur, tout rejet te désarme. L'apparence te rend esclave du jugement des autres. La vertu, en revanche, te rend maître de ton caractère. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur de vivre de la vertu parce que cela implique la responsabilité. Cela implique que tu ne peux plus utiliser l'image comme bouclier. Cela implique que tu dois agir avec cohérence, même quand personne ne te récompense pour cela. Cela implique que tu dois vivre de manière droite, même quand c'est inconfortable. La vertu exige de la rigueur. L'apparence ne demande qu'un sourire faux. Et voici la vérité frappante. Ta vie s'améliore au moment où tu arrêtes de jouer. Quand tu ne dépenses plus d'énergie à faire semblant. Quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu ne cherches pas l'approbation parce que tu comprends que la seule validation qui compte est la tienne. Non pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es conscient. La vertu est la liberté émotionnelle. L'apparence est la dépendance émotionnelle. Vivre la vertu signifie agir avec honnêteté, même quand il serait plus commode de mentir. Cela signifie maintenir tes limites, même quand on te met la pression. Cela signifie affronter tes responsabilités, même quand elles te dérangent. Cela signifie choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Cela signifie être ferme, même si on te critique. Cela signifie parler clairement, même si d'autres veulent manipuler ton silence. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel, il s'agit d'être maître de toi-même. Il s'agit de marcher dans la vie en sachant que, si on te retirait la scène, tu resterais la même personne. C'est ça,
la vertu. Et c'est le chemin de la liberté intérieure. La vie ne s'arrête pas pour attendre ceux qui se brisent. Elle te frappe, te pousse et te teste sans demander la permission. Et si tu ne renforces pas ton esprit, n'importe quel mot, n'importe quel rejet ou n'importe quel échec peut te démolir complètement. C'est pourquoi tu es ici, parce que tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre avec des émotions qui te contrôlent, des réactions qui te trahissent et des pensées qui te brisent de l'intérieur. Devenir quelqu'un de fort émotionnellement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de cesser d'être manipulable par ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de répondre fermement quand tout le monde réagit impulsivement, de rester serein quand les autres explosent, de ne laisser personne décider de ta paix ni de ta valeur. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas théorique, c'est pratique, c'est la vie réelle, c'est la discipline mentale. Ce sont des principes stoïciens appliqués au quotidien pour que tu agisses avec clarté, même sous pression, pour que les déceptions ne te renversent pas et pour que ton esprit soit un espace ordonné, fort et sous ton contrôle, pas sous le contrôle de tes émotions. Cette vidéo est faite pour les personnes qui en ont assez de se briser pour n'importe quoi, qui veulent devenir fermes, sereines et inébranlables. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner 8 leçons que n'importe qui peut appliquer, mais que très peu ont le caractère pour pratiquer. Si tu es prêt à arrêter de réagir comme avant et à commencer à vivre avec une véritable force intérieure, avançons. 1. Forge ta cuirasse émotionnelle. Forger une cuirasse émotionnelle est comme tremper un métal dans le feu. D'abord il se chauffe, puis il est frappé, ensuite il se refroidit et enfin il se renforce. Ton caractère fonctionne de la même manière. Chaque coup émotionnel, chaque déception, chaque trahison et chaque chute ne sont pas là pour te détruire, mais pour te modeler. Ce que la plupart des gens font, c'est se briser à la première étincelle, réagir sans réfléchir, perdre le contrôle et transformer un coup en une blessure permanente. Tu ne peux pas te permettre ce luxe si tu veux vraiment devenir quelqu'un de solide et d'inébranlable, car une cuirasse émotionnelle ne se fabrique pas dans le confort, elle se crée au milieu de la pression et du chaos. La première chose que tu dois comprendre est que personne ne va te protéger des émotions intenses. Ni la famille, ni les amis, ni les relations, ni la vie elle-même. Les gens peuvent te soutenir, mais ils ne peuvent pas te donner de la force. La force s'entraîne en toi, en silence et avec discipline. La cuirasse émotionnelle n'est pas de la froideur, car la froideur est une défense par peur. Ta cuirasse est la conscience, c'est le contrôle de soi, c'est la maturité. C'est la capacité de ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. C'est agir avec lucidité, même lorsque tes émotions tentent de te pousser vers le désastre. Pour construire cette cuirasse, tu dois arrêter de prendre tout ce qui se passe personnellement. La plupart des gens se détruisent parce qu'ils interprètent chaque geste, chaque mot et chaque action des autres comme une attaque directe. Ils pensent que tout est contre eux, alors qu'en réalité, les gens agissent en fonction de leur propre histoire, de leur propre peur et de leurs propres limites. Lorsque tu arrêtes de croire que tout t'affecte personnellement, tu deviens instantanément plus fort. La cuirasse émotionnelle commence lorsque tu décides de ne pas réagir comme un réflexe automatique, mais comme un être humain conscient. Une autre partie clé est de maîtriser tes déclencheurs. Nous avons tous des points faibles, mais le fort les reconnaît, les observe et les entraîne. Si quelque chose t'irrite, tu ne l'évites pas, tu l'étudies. Si quelque chose te fait mal, tu ne le réprimes pas, tu le confrontes. Si quelque chose te déstabilise, tu ne le justifies pas, tu le démontes. Lorsque tu transformes tes points faibles en points d'entraînement, ta cuirasse cesse d'être une protection temporaire et devient une structure interne solide. Chaque jour, tu as l'opportunité de t'entraîner. Chaque irritation est un morceau de métal que tu trempes. La cuirasse émotionnelle implique également une résistance au jugement des autres. Tu ne peux pas être fort si tu dépends de la façon dont on te perçoit. Si un commentaire te détruit, si une opinion te fait tomber, les gens vont toujours juger, critiquer ou mal interpréter. Toujours.
C'est à toi de décider si cela entre dans ton esprit ou rebondit sur ta cuirasse. La force ne consiste pas à prouver quoi que ce soit, mais à ne pas permettre à quoi que ce soit de s'immiscer là où il ne le devrait pas. Être émotionnellement fort signifie que ta valeur n'est plus entre les mains d'autrui, elle est dans ton propre jugement, ta propre pensée et ta propre discipline. Et le plus important, une cuirasse émotionnelle ne signifie pas t'isoler du monde, mais filtrer le monde. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir, mais apprendre à ressentir intelligemment. Cela ne signifie pas arrêter de faire confiance, mais choisir où et en qui placer ton énergie. La cuirasse n'est pas un mur qui te sépare de la vie, c'est un filtre qui te protège de ce qui essaie de te saboter. Lorsque tu la construis bien, tu peux marcher dans n'importe quel environnement, tu peux affronter n'importe quel commentaire et tu peux supporter n'importe quelle pression sans perdre ta stabilité interne. Forger ta cuirasse émotionnelle est la première étape pour devenir quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur, même si la vie le frappe de l'extérieur. Et si cette première étape exige de la discipline et du caractère, c'est parce que tu commences à entrer dans le territoire de ceux qui évoluent vraiment. 2. Libère ta valeur des résultats. Libérer ta valeur des résultats est comme séparer l'or de la terre. De l'extérieur, il peut sembler que tout est mélangé, que ta valeur dépend de ce que tu accomplis, de ce que tu gagnes, de ce que les autres reconnaissent. Mais quand tu commences à creuser en toi, tu découvres quelque chose d'essentiel. L'or a toujours été là, simplement recouvert d'attente, de pression, de peur et d'obsession pour ce qui se passe à l'extérieur. La plupart des gens sont pris dans cette erreur. Ils pensent qu'ils valent plus quand ils réussissent et moins quand ils échouent, comme s'ils étaient des produits et non des êtres humains. Cette mentalité détruit le caractère, brise l'estime de soi et te rend émotionnellement fragile. Si le résultat est mauvais, tu t'effondres. Si c'est bon, tu te sens grand. Et ainsi, tu vas dans la vie sans stabilité interne. Quand tu comprends que ta valeur n'est liée à aucun résultat, respirer devient plus facile. Non pas parce que tu arrêtes de faire des efforts, mais parce que tu arrêtes de t'attacher à la peur. Quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, cela ne signifie pas que tu es insuffisant, cela signifie que tu es en train d'apprendre. Quand tu fais quelque chose et que ça marche, cela ne signifie pas que tu es invincible, cela signifie que tu progresses. Le résultat ne définit pas qui tu es, il montre seulement où tu en es à ce moment-là. Et c'est le plus gros problème que la plupart des gens ont, ils pensent que leur performance est un verdict permanent. Tu te trompes aujourd'hui et tu te déclares un échec. Tu réussis quelque chose et tu penses que tu es déjà complet. Ce manque d'équilibre émotionnel est ce qui t'affaiblit. Si tu veux être émotionnellement fort, tu dois arrêter de lier ton identité à ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu te détaches de ce schéma, un type de pouvoir interne se libère que presque personne ne connaît. Tu ne réagis plus avec anxiété quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, parce que ta valeur reste intacte. Tu ne cherches plus désespérément la validation parce que tu n'en as pas besoin pour confirmer qui tu es. Une erreur ne te détruit plus parce que tu la vois pour ce qu'elle est vraiment, de l'information, pas une sentence. La sérénité commence quand tu comprends que ta valeur est une constante et que les résultats sont variables. Tu ne peux pas permettre à ce qui est variable de décider de ce qui est constant. Pour y arriver, tu dois entraîner une chose, l'auto-observation. Chaque fois que tu sens qu'un résultat t'affecte, remets en question la pensée automatique qui apparaît. Demande-toi si tu réagis à partir de ta valeur ou de ton ego. L'ego veut toujours gagner, veut être reconnu, veut prouver, veut contrôler. La valeur interne n'a besoin de rien de tout cela, elle a seulement besoin de cohérence. Ta tâche n'est pas de gagner chaque bataille, c'est de rester ferme dans qui tu es, peu importe ce qui se passe. Si tu fais ce qui est juste et que le résultat ne suit pas, tu restes fort. Si tu fais ce qui est faux et que le résultat te favorise, tu restes perdu. Libérer ta valeur des résultats signifie aussi que tu apprends à apprécier le processus.
Les personnes émotionnellement fragiles vivent en fonction de l'approbation finale, comme si la vie était un examen constant. Les forts comprennent que ce qui te construit vraiment, c'est le chemin, pas la destination. Chaque jour de discipline, chaque essai, chaque chute, chaque réussite forment un caractère qui ne se brise pas face à un coup extérieur. Quand tu valorises ton processus, ton esprit devient plus stable. Tu ne vis plus poursuivi par la peur de l'échec, ni intoxiqué par l'orgueil du succès. Tu avances simplement, et cela te donne une tranquillité que très peu de gens connaissent. 3. Transforme l'irritation en calme. Transformer l'irritation en calme, c'est comme prendre une étincelle qui pourrait incendier une forêt et l'emprisonner entre vos mains jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. L'étincelle est là, prête à brûler, prête à tout détruire sur son passage. Mais au lieu de l'alimenter, vous la prenez, la tenez et la transformez en silence intérieur. C'est le véritable pouvoir émotionnel que très peu de personnes maîtrisent. La plupart laissent n'importe quel commentaire, n'importe quel geste, n'importe quelle provocation les enflammer de l'intérieur. Ils s'irritent, réagissent, explosent et ensuite regrettent. Vous ne pouvez pas vivre ainsi si vous construisez un esprit fort, car chaque réaction impulsive est une capitulation déguisée en force. L'irritation est une émotion qui arrive rapidement, presque automatiquement, mais le calme est une décision. C'est ce qui le rend si puissant. Quand quelqu'un vous irrite, ce n'est pas la personne qui vous contrôle, c'est votre réaction. Et chaque réaction sans réflexion est un rappel que vous ne maîtrisez pas encore votre monde intérieur. La vie réelle est pleine d'interruptions, d'injustices, de lenteur, d'erreurs et de provocations. Vous ne pouvez pas éliminer cela, mais vous pouvez éliminer la façon dont cela vous détruit de l'intérieur. L'irritation est un stimulus. Le calme est votre réponse. Et c'est là la différence entre les faibles émotionnels et les forts. Pour maîtriser l'irritation, vous devez comprendre son origine. L'irritation survient lorsque votre attente entre en collision avec la réalité. Vous vouliez que quelque chose aille plus vite. Vous vouliez que quelqu'un soit plus conscient. Vous vouliez que la situation soit plus juste. Et comme ce n'est pas le cas, cela vous dérange. Ce malaise se transforme en irritation parce que votre esprit n'accepte pas ce qui se passe. Mais lorsque vous commencez à vous entraîner à voir la réalité telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit, votre irritation perd de sa force. Les choses cessent de vous déranger parce que vous n'attendez plus que le monde s'adapte à vous. Et ce simple changement mental est l'une des armes les plus puissantes que vous pouvez développer. Un autre point important est d'apprendre à créer de l'espace entre l'impulsion et la réponse. Les personnes émotionnellement faibles réagissent en millièmes de seconde sans réfléchir, comme si elles étaient des marionnettes de leurs émotions. Les personnes émotionnellement fortes respirent, observent, traitent et ensuite choisissent. Cet espace de 2 secondes peut sauver des disputes, éviter des décisions impulsives et maintenir votre stabilité. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il s'agit de le diriger. Lorsque l'irritation monte, vous ralentissez. Lorsque l'émotion crie, vous parlez plus doucement. Lorsque l'esprit veut courir, vous décidez de marcher. Ce contraste fait de vous une personne imperturbable. Pour transformer l'irritation en calme, vous avez besoin d'un entraînement constant. Chaque nuisance est une opportunité. Chaque personne difficile est un exercice. Chaque situation injuste est un poids émotionnel qui vous rend plus fort si vous le portez correctement. Au lieu de penser « cela me dérange », changez votre approche en « cela m'entraîne ». Ce simple changement transforme la vie en une salle de sport mental. Les personnes qui vous irritent deviennent vos maîtres. Les situations qui vous frustrent deviennent votre pratique et chaque jour vous devenez plus résistant. Vous ne cherchez pas à éviter le monde, vous cherchez à le dominer de l'intérieur. Le calme se renforce également lorsque vous comprenez qu'aucun élément externe ne devrait avoir le pouvoir de ruiner votre stabilité interne. Vous ne pouvez pas permettre qu'un mot, un geste ou une erreur vous vole de l'énergie. C'est trop de pouvoir accordé à quelque chose de trop petit. Le calme n'est pas de la passivité,
c'est du contrôle absolu. C'est choisir consciemment où vous placez votre attention, votre énergie et votre réaction. 4. Transforme la peur en maître. Transformer la peur en maître, c'est comme marcher la nuit avec une lampe de poche qui n'éclaire que quelques pas. Car même si l'obscurité t'entoure, chaque pas que tu fais éclaire un peu plus le chemin. La peur est cette obscurité que tout le monde ressent. Mais ce qui te différencie n'est pas de l'éviter, mais d'avancer à l'intérieur d'elle. Les gens qui ne surmontent jamais rien s'arrêtent chaque fois qu'une peur apparaît, comme si la peur était un mur. Les personnes émotionnellement fortes comprennent quelque chose de différent. La peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a toujours de la croissance, de la force et de la clarté. C'est pourquoi les faibles fuient et les forts apprennent. La peur n'est pas synonyme de danger, la peur est synonyme d'incertitude. Et l'incertitude fait partie de tout ce qui est important dans la vie. Changer, prendre de grandes décisions, s'éloigner de ce qui te détruit, se rapprocher de ce qui t'exige, construire la discipline, commencer quelque chose de nouveau, laisser une étape derrière, tout cela active la peur. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu sors de ce que tu connais. Le problème est que la plupart des gens interprètent cette peur comme un signe qu'ils doivent s'arrêter. Toi non. Tu vas l'interpréter comme un signe que tu avances vers un lieu qui exige une version plus grande de toi. La peur ne devient un ennemi que lorsque tu ne la comprends pas. Lorsque tu crois qu'elle te dit « tu ne peux pas ». En réalité, ce qu'elle dit, c'est « cela te dépasse aujourd'hui ». Mais si tu l'affrontes, cela te dépassera demain. Chaque fois que tu fuis la peur, tu te fais plus petit. Chaque fois que tu l'affrontes, tu te fais plus grand. C'est le calcul émotionnel que peu de personnes acceptent. C'est pourquoi ceux qui grandissent rapidement sont souvent ceux qui s'exposent à des situations inconfortables, qui regardent la peur en face, qui ne cherchent pas de certitude absolue, mais une bravoure progressive. Ils n'ont pas besoin d'être invincibles, ils ont juste besoin d'être déterminés. Pour transformer la peur en maître, tu dois commencer par observer ce qui te fait vraiment peur. Normalement, ce n'est pas la situation en elle-même, mais les histoires que ton esprit crée autour d'elle. Tu ne crains pas de parler, tu crains d'être jugé. Tu ne crains pas d'essayer, tu crains d'échouer. Tu ne crains pas d'avancer, tu crains de perdre. Lorsque tu sépares l'émotion de l'histoire, la peur devient plus petite et gérable. Au lieu de dire « cela me fait peur », demande-toi « quelle histoire je raconte qui me fait me sentir ainsi ?» Cette simple analyse réduit la force émotionnelle de la peur presque instantanément. Une autre étape cruciale est de bouger même si tu ressens de la peur. N'attends pas qu'elle disparaisse pour agir, car cela ne fonctionne pas ainsi. La peur se réduit avec l'action, pas avec la pensée. Plus tu penses à quelque chose, plus tu le rends grand. Plus tu agis, plus il devient petit. L'action est l'antidote à la paralysie émotionnelle. Lorsque tu fais un pas, même petit, ton esprit reçoit un signal clair que tu as le contrôle, que tu n'es pas arrêté, que tu n'es pas à la merci de la peur. Et à chaque pas, l'obscurité devient moins oppressante, moins intimidante. Transformer la peur en maître nécessite également d'accepter que l'échec ne te définit pas. Beaucoup de gens craignent d'avancer parce qu'ils croient que se tromper détruit leur valeur. Cette mentalité est l'une des plus grandes prisons qu'une personne peut avoir. L'échec est une expérience, c'est de l'information, c'est une correction. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une sentence, ce n'est pas le reflet de qui tu es. Lorsque tu cesses de craindre de te tromper, tu commences à avoir une liberté que peu de gens connaissent. 5. Réponds toujours avec sérénité. Répondre toujours avec sérénité, c'est comme tenir un verre plein d'eau, alors que tout le monde autour de toi te pousse, crie et bouge sans contrôle. Si ta main tremble, l'eau se renverse. Mais si tu gardes le pouls ferme, peu importe le chaos environnant, le verre reste intact. Cette fermeté est la sérénité, une maîtrise consciente que très peu de personnes atteignent parce que la plupart vivent en réagissant, pas en répondant.
Tout le monde pense que la force se voit en élevant la voix, en démontrant le pouvoir, en répondant rapidement. Mais la vraie force est de garder le contrôle lorsque la situation essaie de te l'arracher. Répondre avec sérénité ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand lâcher prise. La sérénité est une stratégie, pas de la passivité. C'est de la conscience, pas de la faiblesse. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de t'engager dans chaque combat. Tu n'as pas besoin de clarifier chaque malentendu. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La sérénité te rend sélectif et la sélectivité te rend puissant. Lorsque tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu retires à l'autre personne le contrôle qu'elle avait sur toi. Personne ne domine ton esprit lorsque tu décides comment et quand répondre. La plupart des gens explosent parce qu'ils ne savent pas gérer la pression interne. Ils confondent le soulagement émotionnel avec l'explosion émotionnelle. Ils pensent que crier, se défendre rapidement ou répondre avec fureur est une libération du poids. Mais tout ce qu'ils font est de le multiplier. Ensuite, ils regrettent, se sentent mal, se blâment ou endommagent inutilement les relations. La sérénité brise ce cycle. Lorsque tu choisis de répondre calmement, tu transformes la pression en clarté. Tu ne te trahis pas avec des mots impulsifs, tu ne te punis pas avec des réactions inutiles et tu ne donnes pas de pouvoir à la colère momentanée. Pour répondre avec sérénité, tu as besoin de t'entraîner à l'observation interne. Avant de répondre, demande-toi si ta réponse vient de ta blessure, de ton orgueil ou de ta sagesse. Si elle vient de la blessure, tu vas exagérer. Si elle vient de l'orgueil, tu vas détruire. Si elle vient de la sagesse, tu vas résoudre. Cette analyse de 2 secondes te sépare de ceux qui vivent pris au piège dans leur propre manque de contrôle. La sérénité est une pause, mais pas une pause vide, c'est une pause intelligente. C'est la capacité de voir la situation telle qu'elle est, sans que tes émotions la déforment sur le moment. Cela implique également de comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. La sérénité est une forme de nettoyage émotionnel. Elle t'aide à distinguer ce qui vaut ton temps et ce qui ne le vaut pas, ce qui mérite une réponse et ce qui mérite ton indifférence. Tout ce qui te dérange n'a pas besoin de ta voix. Toute provocation ne mérite pas ta présence. Toute injustice ne nécessite pas une explosion émotionnelle. Répondre avec sérénité, c'est dire « je décide », pas « la situation décide pour moi ». Cette différence est celle qui sépare celui qui contrôle ses émotions de celui qui se laisse contrôler par elles. La sérénité te protège également des manipulations externes. Beaucoup de personnes cherchent à provoquer pour mesurer ta stabilité. D'autres cherchent à te sortir de ton centre pour se sentir supérieur. Certains veulent voir comment tu réagis pour savoir si tu es contrôlable. Lorsque tu gardes ton calme, tu désarmes toute tentative de manipulation. La sérénité leur dit sans mots qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur chaos. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il ne peut pas te manipuler émotionnellement, il arrête d'essayer de te contrôler mentalement. Répondre avec sérénité crée également une présence puissante. 6. Protège ta paix avant tout. Protéger ta paix est comme prendre soin du feu d'un feu de camp au milieu du vent. Peu importe la force de la flamme, si tu ne la couvres pas, n'importe quel courant peut l'éteindre. Ta paix intérieure fonctionne de la même manière si tu ne la protèges pas, n'importe quel commentaire, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation peut t'entraîner dans le chaos. Et la vérité est que la plupart des gens vivent ainsi, laissant le monde décider de leurs sentiments, offrant leur stabilité à quiconque élève la voix, critique, provoque ou manipule. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi si tu cherches une véritable force émotionnelle, car sans paix intérieure, il n'y a pas de clarté, pas de force et pas de contrôle. Protéger ta paix signifie arrêter de permettre à tout d'entrer dans ton esprit. Toutes les opinions ne sont pas importantes, toutes les personnes ne méritent pas d'accéder à ton énergie, toutes les situations ne méritent pas ta réaction. Les personnes émotionnellement faibles pensent qu'elles doivent répondre à tout.
clarifier tout, se défendre contre tout, prouver tout. Et elles finissent épuisées, irritées, confuses, brisées. Les personnes émotionnellement fortes font le contraire. Elles filtrent. Elles observent si cela vaut la peine de s'impliquer. Elles analysent si la situation mérite de l'énergie. Elles décident si la personne a une place dans leur monde. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ton esprit est ta maison. Tu ne peux pas laisser la porte ouverte pour que n'importe qui vienne la salir. Pour protéger ta paix, tu dois apprendre à te retirer avant de te détruire. Beaucoup de gens restent dans des discussions sans sens par orgueil, restent dans des relations qui les épuisent par peur d'être seuls, restent dans des environnements toxiques parce qu'ils se sont habitués au bruit. La paix se brise lorsque tu te forces à rester là où tu ne t'adaptes plus. La paix se protège lorsque tu t'éloignes à temps. Les forts ne restent pas là où ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils bougent, ils se mettent à l'écart, ils se taisent. Et ce mouvement n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise émotionnelle. Protéger ta paix implique également de maîtriser ton intérieur. La plupart des gens pensent que la paix dépend de la façon dont les autres agissent, mais la vérité est qu'elle dépend de la façon dont tu interprètes ce que font les autres. Les gens peuvent être injustes, bruyants, impulsifs, mais c'est toi qui décides si cela entre dans ton monde ou si tu le laisses dehors. Si tu supposes que la paix arrive lorsque tout le monde se comporte bien, tu n'auras jamais la paix. La véritable force réside dans le maintien de la stabilité même lorsque l'environnement ne coopère pas. Ton esprit doit devenir un espace où seul ce qui est nécessaire, utile et positif entre. Un autre point clé est d'arrêter de justifier la présence de ce qui te vole de l'énergie. Si une personne te draine toujours, ne l'excuse pas. Si un lieu te pèse toujours, ne te mens pas. Si une habitude te détruit, ne la rationalise pas. La paix se perd parce que tu tolères trop. Chaque fois que tu acceptes ce qui va à l'encontre de ton bien-être, ta stabilité s'affaiblit. Protéger ta paix est un acte d'honnêteté brutale. Cela implique de dire « cela ne me fait pas de bien » et d'agir en conséquence. Et oui, cela dérange. Et oui, cela exige des décisions difficiles. Mais personne n'a atteint la paix intérieure sans choisir fermement ce qu'il laissait entrer dans sa vie. Il est également essentiel de créer des routines mentales qui renforcent ta sérénité. La paix n'apparaît pas par magie, elle se construit avec des habitudes quotidiennes. Respirer avant de réagir, penser avant de parler, analyser avant de répondre, observer avant de supposer. Chaque petit acte crée une stabilité interne. Chaque stabilité accumulée devient une paix soutenue. 7. Laissez l'esprit guider. Laisser l'esprit guider, c'est comme conduire un véhicule au milieu d'une tempête. La pluie frappe les vitres, le vent secoue la voiture, les lumières extérieures te confondent et le bruit extérieur cherche à te distraire. Si tu perds le contrôle du volant pendant une seconde, tu t'écrases. Mais si tu tiens fermement la direction, tu avances même si le chaos est intense. C'est ce qui se passe en toi lorsque les émotions tentent de prendre le contrôle. La tempête, c'est toi si tu ne formes pas ton esprit. Le conducteur, c'est toi quand tu décides de penser avant de ressentir, de raisonner avant de réagir, de guider avant de te laisser emporter. La plupart des gens sont dirigés par des impulsions, des commentaires, des provocations, des désirs momentanés et des émotions volatiles. Ils entrent dans des discussions qui ne valent rien, prennent des décisions sous le coup de la colère, abandonnent par peur ou cherchent la validation par l'insécurité. Puis ils se demandent pourquoi leur vie semble hors de contrôle. La réponse est simple, ils ont laissé l'émotion conduire. Quand l'émotion conduit, tu te heurtes toujours. Quand l'esprit conduit, tu avances toujours. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu ne permets pas à ce que tu ressens de décider pour toi. Laisser l'esprit guider ne signifie pas éteindre tes émotions, cela signifie les comprendre. L'émotion t'informe, l'esprit te dirige. L'émotion te prévient que quelque chose t'affecte, l'esprit décide quoi en faire. L'émotion monte rapidement, l'esprit stabilise.
Le problème de beaucoup de gens est qu'ils écoutent l'émotion et font taire la raison. Tu vas pratiquer le contraire. Tu vas écouter l'émotion pour la comprendre, mais tu vas agir à partir de la clarté mentale. C'est le véritable pouvoir de l'autocontrôle. Agir à partir de la partie la plus forte de toi, pas de la plus vulnérable. Pour y parvenir, tu dois t'habituer à penser avec précision. Chaque fois que quelque chose te perturbe, demande-toi ce qui se passe réellement. Est-ce la situation ou est-ce ton interprétation? Est-ce la personne ou est-ce ton attente? Est-ce un véritable problème ou est-ce ton ego qui réagit? Cette simple question désactive les explosions émotionnelles. L'esprit analyse, sépare et organise ce que l'émotion déforme. Lorsque tu commences à faire ce processus automatiquement, tu deviens une personne impossible à manipuler et très difficile à déstabiliser. Laisser l'esprit guider implique aussi d'apprendre à différer la réaction. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. En fait, presque rien ne le mérite. L'émotion veut toujours des réponses urgentes, rapides, impulsives. L'esprit veut des réponses stratégiques. Plus tu t'entraînes à t'arrêter quelques secondes avant de répondre, plus tu deviens fort. Ce petit espace mental te sauve de décisions qui nuisent à ta vie, à tes relations et à tes objectifs. Un autre point fondamental est de maintenir la clarté dans tes priorités. L'émotion te distrait, te pousse vers l'immédiat, vers ce qui fait mal maintenant, vers ce qui irrite sur le moment. L'esprit te rappelle le chemin, le but, ce qui compte vraiment. Quand l'esprit guide, tu ne perds pas de temps à te battre avec des personnes qui n'apportent rien. Tu ne t'épuises pas dans des situations qui ne changeront pas. Tu ne sacrifies pas ta stabilité pour impressionner qui que ce soit. L'esprit te maintient concentré. Et une concentration solide crée une vie solide. Laisser l'esprit guider, c'est aussi maîtriser le dialogue interne. Nous avons tous une voix intérieure qui peut nous renforcer ou nous détruire. L'émotion a tendance à exagérer, à grossir les problèmes, à anticiper les tragédies, à créer des histoires irréelles. L'esprit équilibré coupe ces narrations, les désarme et les remplace par des raisonnements clairs. 8. Fais de la sérénité ta force. Faire de la sérénité ta force, c'est comme marcher parmi la foule, alors que tout le monde court désespérément, trébuche les uns sur les autres, pousse, crie et se laisse emporter par le chaos collectif. Tu avances lentement, fermement, sans perdre le rythme, sans laisser la hâte des autres te voler ta direction. Cette différence crée de l'autorité sans avoir besoin de l'imposer. Dans un monde plein de bruit, la sérénité devient une force qui domine sans crier et qui mène sans concurrence. La plupart confondent la sérénité avec la passivité, mais la véritable sérénité est une stratégie, un contrôle et une clarté qui tranchent le chaos comme si c'était un fil invisible. La sérénité ne signifie pas l'absence d'émotion. Cela signifie qu'aucune émotion ne prend le contrôle sans ton autorisation. Les personnes émotionnellement instables sombrent pour des broutilles, explosent sans réfléchir, perdent le contrôle pour des situations insignifiantes. Ils pensent que la vie les frappe trop fort, alors qu'en réalité, ce qui leur manque, c'est la stabilité interne. La sérénité ne change pas ce qui se passe à l'extérieur, elle change ta réaction à l'intérieur. Et même si cela semble simple, cela te place au-dessus de ceux qui se brisent à la moindre provocation. Faire de la sérénité ta force signifie que tu apprends à prendre des décisions du point de vue le plus élevé de ton esprit et non du point le plus bas de tes émotions. L'émotion pousse, la sérénité dirige. L'émotion précipite, la sérénité analyse. L'émotion dramatise, la sérénité ordonne. Chaque fois que tu choisis la sérénité, tu choisis la clarté. Chaque fois que tu choisis la clarté, tu choisis le contrôle. Chaque décision prise en sérénité est une décision qui te rapproche d'une vie plus solide, cohérente et stable. Un autre point important est que la sérénité te protège de la manipulation. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer et que tu ne réagis pas, il perd son pouvoir sur toi. Lorsque l'environnement essaie de t'entraîner dans son chaos et que tu maintiens ton centre, la situation cesse de te contrôler. Celui qui garde son calme n'est pas facile à manipuler.
n'est pas facile à confondre et n'est pas facile à intimider. C'est un énorme avantage dans la vie quotidienne, car cela te permet de voir des intentions cachées, de détecter des jeux émotionnels et d'éviter des conflits inutiles. Faire de la sérénité ta force implique aussi d'apprendre à respirer avant d'agir. La respiration est le pont entre l'impulsion et la décision. Beaucoup de personnes prennent des décisions qui détruisent leur progression parce qu'elles agissent lorsqu'elles sont bouleversées. Au contraire, si tu t'entraînes à t'arrêter 3 secondes, à respirer profondément et à décider depuis l'esprit et non depuis l'impulsion, ta vie change complètement. La sérénité est une pause consciente qui te sauve des erreurs qui pourraient te coûter des relations, des opportunités et des années de croissance. La sérénité renforce également ta présence. Les gens respectent celui qui reste stable lorsque les autres perdent le contrôle. Ils observent ta façon de réagir, remarquent ta posture, remarquent ton autocontrôle. Sans dire un seul mot, tu envoies un message clair. Rien d'extérieur n'a la capacité de te déranger. Ce type de présence ne se feint pas, elle se construit. Et elle se construit en pratiquant la sérénité, même quand ce n'est pas facile, même quand la situation semble exiger une réaction impulsive, même quand le monde te pousse à perdre le contrôle. Un autre aspect fondamental est que la sérénité te permet de penser à long terme. L'émotion ne voit que le présent, la sérénité voit le chemin. Lorsque tu es bouleversé, tes décisions deviennent des rustines. Lorsque tu es serein, tes décisions deviennent des fondations.